خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول مساء الخير عليكم السلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien et surtout j'espère que vous allez rester un peu bien et vous allez garder le moral à la fin de cette émission pendant laquelle nous allons nous attaquer à une thématique extrêmement importante puisque nous allons parler de nos libertés. Voilà, on ne parle pas suffisamment, mais les Algériennes et les Algériens n'ont pas besoin que de logement, que d'huile, que de sucre, que de pain, que de salaire, que de voiture. Nous sommes aussi des êtres humains qui ont des droits sociaux, des droits politiques, des droits civiques. Et malheureusement, on a l'impression que notre pays, et ce n'est d'ailleurs pas qu'une simple impression, ce n'est pas un simple constat, c'est du ressenti. La situation des droits de l'homme en Algérie s'est beaucoup détériorée. Durant cette campagne électorale, il n'y a pas eu la moindre contradiction. La liberté d'expression a été extrêmement verrouillée, il y a eu des arrestations, il y a eu une gestion très musclée des libertés publiques et individuelles. Et donc, maintenant que nous avons terminé la campagne électorale, le 7 septembre, il y aura le scrutin. Peut-être pas de suspense, puisqu'Abdelmadjid Tebboune est assuré d'avoir son deuxième mandat. Quel avenir pour nos libertés? Est-ce qu'on devrait dire goodbye à nos libertés? Voilà, c'est choquant, c'est bouleversant comme titre, ça interpelle, ça alerte. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années, la question et l'interrogation est plus que jamais légitime. Et pour répondre à cette interrogation, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir sur le plateau notre ami professeur Hassan Hiresh, économiste, fin connaisseur de la situation politique en Algérie. Hassan, marhaba bik. Merci pour l'invitation. Je dis bonjour à Aliès, votre second invité. Bonjour à tous les téléspectateurs et à tous ceux qui travaillent avec toi pour réaliser cette émission. Merci beaucoup Hassan, qui est aussi neurolinguiste. J'ai oublié, c'est important de le préciser. Et on est fiers d'ailleurs d'avoir un tel parcours académique. Il y a des Algériens qui sont brillants. Ça existe, il faut juste les chercher et leur donner la parole. Et Elias Jebeli, notre ami Elias Jebeli, économiste, consultant. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Abdessamad pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de retrouver le beau studio de Abdessamad. Encore, je te remercie de partager cette émission avec, qui n'est plus à présenter, Hassan Hiresh, et aussi celles et ceux qui nous suivent, et la régie, bien sûr. Voilà. Merci à toi, notre ami Elias, militant, agitateur, très engagé depuis 2019 dans la cause du Hirak. Tu fais partie de ces nouveaux visages sur la scène politique, même si tu ne fais pas de la politique, mais ça fait plaisir. C'est des nouveaux visages qui ont émergé dans le sillage du Hirak. Et on apprécie beaucoup cette émergence. Et pourquoi pas, peut-être un jour, on verra Elias Jebeli ministre. Pourquoi pas? En tout cas, le chemin est encore long parce qu'en attendant, Elias Jebeli, tu fais partie d'une initiative, d'un collectif, voilà, de la diaspora algérienne qui va organiser demain, le jeudi 5 septembre 2024 à 11h, une conférence de presse. Voilà, à 48 heures avant le scrutin, le début du scrutin des élections présidentielles anticipées. Vous êtes un collectif indépendant qui regroupe, si j'ai bien compris, tu vas nous en parler, plusieurs tendances issues des Algériennes et des Algériens issus de divers horizons. Avant cette conférence de presse, au cours de qui va s'intéresser dont le thème est le suivant, pour une Algérie libre et démocratique. Voilà ce que dit votre appel avant l'organisation de cette conférence de presse, l'appel qui résume un peu ce qui sera abordé demain. Cette élection que nombre d'Algériennes et d'Algériens considèrent comme jouée d'avance est précédée d'une campagne qui se déroule dans un climat de terreur et de répression tout azimut, destinée à réduire au silence toute voix discordante. Dans ce contexte difficile, les voix courageuses s'élèvent pour dénoncer une mascarade électorale, qu'elles proviennent aussi bien de certains partis et personnalités politiques de l'intérieur du pays que de la diaspora. Celle-ci a d'ailleurs dernièrement publié une déclaration signée par plus d'une centaine de ressortissants algériens de différents pays, dont de grands noms d'universitaires et de chercheurs. Cette conférence, la conférence qui aura lieu demain, a pour but d'informer sur cette élection présidentielle qui n'est ni transparente, ni honnête et encore moins libre. Les pratiques frauduleuses ont été clairement mises en évidence dans la conférence publique de l'autorité nationale indépendante des élections, inféodée au pouvoir. On parle de cette fameuse conférence du 25 juillet dernier de M. Mohamed Sharfi, qui a cafouillé, qui a dit des bêtises, qui s'est contrôlé à maintes reprises pour exclure certains candidats qui voulaient concurrencer et challenger Abdelmadjid Tebboune. Voilà. Alors, vous avez fait auparavant une déclaration qui s'appelle « Pour une Algérie libre et démocratique ».
Je ne vais pas tout lire, mais je vais vous résumer les principaux points. Depuis février 2019, le peuple algérien n'a pourtant pas cessé d'exprimer sans équivoque et dans toute sa diversité sa volonté de changement pour le recouvrement de sa souveraineté et d'instauration d'un état de droit démocratique. L'élan du mouvement historique de février 2019 a été brisé par les tenants d'un système politique obsolète, banquirisé, sans vision, répressif et frappé d'incapacité structurelle à répondre aux aspirations populaires de rupture avec l'ordre ancien pour s'ouvrir à un nouveau destin. Face à cette échéance électorale annoncée, c'est-à-dire le scrutin du 7 septembre prochain, dans un contexte grave de graves dérives autoritaires, nous, citoyens et citoyennes algériennes de la diaspora, fidèles aux fondamentaux du Hirak, avons décidé de reprendre la parole pour exiger. Voilà ce que vous exigez. Le changement réclamé par le peuple en ouvrant à une transition démocratique, seul à même de permettre la restitution de la souveraineté du peuple, l'arrêt de la répression et de la stratégie de la terreur par l'abrogation de toutes les lois liberticides telles que l'article 87 bis, la libération de tous les détenus d'opinion et politique, avec le recouvrement de tous leurs droits, le respect des libertés fondamentales individuelles et collectives, ainsi que les textes internationaux ratifiés par l'Algérie, et le droit à l'exercice d'une citoyenneté effective pour participer à la gestion des affaires du pays. Effectivement, il y a une centaine de personnalités qui ont signé, tous des Algériens qui habitent à l'étranger, pratiquement, des universitaires, des économistes, des enseignants, issus de tous les horizons. Voilà, c'est une belle déclaration, mais Khouya Eliès, j'ai l'impression que personne n'a entendu parler d'elle, en tout cas en Algérie. Est-ce qu'il y a eu des échos favorables à cette déclaration? Et la conférence de presse, pourquoi faire une conférence de presse à 48 heures avant le scrutin? Et pourquoi pas avant, au début de la campagne, pour interpeller les candidats, pour interpeller Tebboune, pour exercer de la pression? Est-ce qu'à 48 heures avant le scrutin, est-ce que c'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Merci encore pour l'invitation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La diaspora reste et restera fidèle aux revendications du Hirak, le changement de façon pacifique, le changement de gouvernance pour établir un état de droit démocratique et de citoyenneté. Ça, c'est irrévocable, c'est irréversible. Ça, c'est important. Cette déclaration qui a été rédigée et après elle a été soumise à nos compatriotes habitant dans toutes les régions du monde et qui sont considérés, qui font partie de cette diaspora, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, partout, ils l'ont signé. Tout d'abord, c'est un projet de positionnement, il faut se positionner par rapport à ce qui se passe en Algérie. Parce que ce qui se passe en Algérie, c'est vraiment grave. On est dans une situation grave. Et la seule solution que propose le régime, c'est la répression. C'est la répression. Ce régime il devient de plus en plus répressif, voire le plus répressif depuis 1962. Nous avons des détenus d'opinion qui croupissent en prison depuis des années. Il y a même apparemment des internements administratifs qui n'ont même pas été jugés jusqu'à présent. La peur, la stigmatisation, je veux dire, on est sur une bulle béante volcanique. Et la déclaration on devait la faire, on devait l'écrire pour que la diaspora se positionne. Cette déclaration, je ne suis pas d'accord avec toi, cher Abdel Samad, il y a des échos très positifs. Elle se veut complémentaire par rapport à une déclaration émanant de l'intérieur, ce qu'on appelle El Bayan El Mftouh, la déclaration ouverte des 11. 11 personnalités. Les 11 personnalités. Fawdi El Boumala, Mohsen Bel Abbas, Saïd Boudour, ainsi de suite. Voilà. Donc, elle se veut. Au mois de juillet qu'elle a été faite. Pardon ? Au début du mois de juillet. Absolument. Elle se veut complémentaire. Au contraire, nous nous positionnons par rapport à cette déclaration et aussi, c'est-à-dire nous soutenons toute initiative émanant de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, il y a 100 signatures, elle a dépassé les 100 signatures, hein, des chercheurs, des profs universitaires, des sociologues, des économistes, des ingénieurs. Elle a eu du succès, elle a rencontré les échos nécessaires. Absolument, elle a rencontré oui, tout à fait. Mais peut-être c'est pas visible maintenant, mais sera visible sur le long terme. Vous savez, c'est les résultats escomptés. Nous les aurons sur le long terme. Justement, Eliès, le but de la conférence de demain et de cette initiative, est-ce qu'il s'agit de documenter ou de relater les faits de répression qui sont en Algérie ou de proposer une solution à ce qui semble être une impasse, c'est-à-dire un régime autoritaire qui a imposé sa feuille de route et avec des perspectives inquiétantes pour les libertés publiques et individuelles? La conférence de demain, pour moi, elle est adressée d'abord en priorité. Elle est adressée au peuple. Pour dire au peuple, il faut rester dans le combat pacifique, dans la lutte pacifique, c'est très important, et surtout la résistance. Il faut résister. Résister, c'est vivre et survivre. C'est premièrement. La deuxième aussi, elle est aussi adressée au régime
pour dire il y en a marre, c'est assez, basta, c'est intenable dans le long terme, on peut pas prendre tout un peuple en otage. D'ailleurs, j'ai lu rapidement un petit article qui a été écrit par Amnesty International, tout un peuple derrière les barreaux. Eh bien, le peuple algérien, dans sa totalité, quasiment, il est derrière les barreaux, absolument derrière les barreaux. C'est-à-dire la revendication principale, c'est une revendication politique, Abdel Samar. Le timing. Oui, le timing, 48 heures, 48 heures avant la conférence de presse, il fallait composer avec les moyens du bord, parce qu'il faut trouver des journalistes, il faut réserver la salle, il faut mobiliser les ressources vives de la diaspora, les militants. Ça prend du temps. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La conférence de presse aura lieu le jeudi demain au Maltais. Voilà, donc... le Maltais, est-ce qu'on peut présenter l'endroit? C'est quoi le Maltais pour celles et ceux qui voudraient y aller peut-être? Le Maltais, c'est à côté de République, c'est une salle qui fait office aussi de salle de réunion pour les militants. Elle peut comporter jusqu'à une centaine de personnes. Voilà, on aura des conférenciers, on aura nos militants, c'est eux qui auront la charge de présenter des conférenciers. Hein. Il y aura 4-5 personnes et il y aura des personnes qui vont assister. Il y aura la presse libre. La presse libre est invitée à assister, en fait. Donc, il n'y a pas de censure. Donc, toute la presse libre, nous avons fait appel à la presse pour qu'elle vienne. Ça va durer 1h30, voire 2 heures. Il y aura une présentation. La première partie sera réservée sur la question des détenus d'opinion. Après, par rapport à la déclaration, hein, une personne qui va expliquer le contenu, l'aboutissant, les tenants, l'objectif de cette déclaration. Après, une autre personne, un autre militant qui va parler pour appeler à l'abstention, au rejet et au boycott de ces élections. Ce n'est qu'une mascarade, Abdel Samar, il faut le dire. Et une autre personne qui va parler de la situation actuelle que vit notre pays. Et juste un petit constat avant de donner la parole à Hassan pour savoir ce qu'il en pense. Est-ce que vous dites de la diaspora, communiquer de la diaspora, une initiative de la diaspora? On sait que la diaspora algérienne, elle est extrêmement importante. Oui. D'ailleurs, elle devait voter le 2 septembre. On n'a pas eu d'image, on n'en a pas parlé. Il y a 865 000 Algériens qui devaient voter. Selon les médias du régime algérien, les médias publics, les médias en Algérie sont votés, mais on a vu quelques images, mais voilà. Mais est-ce que vous êtes réellement représentatif de la diaspora? Est-ce que ce n'est pas un peu abusé, Lies, de dire on est de la diaspora, c'est nous la diaspora, elle est fidèle au Hirak? Voilà, il n'y a pas eu d'élection pour élire les représentants de la diaspora. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple, créer un collectif ou un mouvement à part qui serait un mouvement au sein de la diaspora algérienne, mais qui peut ne pas être représentatif peut-être de toute la diaspora? Est-ce que c'est pas... Oui, mais c'est une déclaration, c'est une initiative qui émane d'abord de citoyens. Il n'y a pas d'entité, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'organisation. Elle émane de citoyens. On peut dire que c'est une initiative citoyenne. Et ces citoyens font partie de la diaspora. Ils ne font pas partie d'un autre bloc, ils font partie de la diaspora. La diaspora, voilà, ça veut dire les Algériens qui vivent en dehors du territoire national. Elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas le côté idéologique. On doit se positionner par rapport à un fait, par rapport à un constat. Donc, oui, je suis un petit élément intrinsèquement infini de cette grande diaspora, tout simplement. Donc, cette déclaration a été ouverte d'abord, elle a été signée. 110 signatures, c'est assez important. Je veux dire, il y a des personnes, des chercheurs, des médecins, des sociologues, des économistes qui ont signé, qui ont lu, qui ont relu la déclaration et je les remercie parce qu'ils ont pris le courage de signer parce qu'ils sont fidèles à la conviction qu'il est temps de changer les choses de façon pacifique. Et c'est un message envoyé aussi à nos compatriotes de l'intérieur pour leur dire la diaspora, elle est là. Elle a été toujours dans les moments les plus difficiles. Le Hirak en Algérie, il a du mal à repartir ou à relancer, mais pour dire aussi que le Hirak ou que la diaspora est toujours présente, partie prenante du combat pacifique et partie intégrante du combat du peuple algérien pour changer Alors, Hassan Hirak n'a pas signé cette déclaration. Alors, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses d'une telle initiative? Et est-ce qu'elle pourrait permettre de faire bouger les choses et de, comme dit Ilyes, de faire de la pression ou de défendre ce qui est d'ailleurs absolument défendable,
les libertés publiques et individuelles de nos compatriotes qui sont pratiquement en voie d'extinction. Malheureusement, quand on voit le nombre des prisonniers politiques qui n'ont pas été libérés, les détenus d'opinion qui n'ont pas été libérés, et la répression qui s'est abattue pendant cette campagne électorale où les voix discordantes ont été quand même étouffées. Oui, c'est une bonne question. Moi, je suis, comment dire, ouvert à toute initiative. Je suis même admiratif à toute initiative pacifique des militants qui se battent pour la démocratie en Algérie. En l'occurrence, il y a donc ce groupe qui a sorti une déclaration que effectivement je n'ai pas signée. On me l'avait proposé, on m'avait même proposé l'avant-projet, on m'avait demandé de signer une fois que c'était rédigé, ou même de participer directement ou indirectement à la rédaction, pour la simple et bonne raison que c'est une méthode que personnellement j'ai utilisée, avec d'autres évidemment, depuis plus de 45 ans. C'est pratiquement un demi-siècle. Donc je ne voyais pas vraiment l'issue à partir d'une déclaration ou d'une pétition, etc. Moi, je pense très honnêtement qu'il faut passer à autre chose. Il faut peut-être un deuxième Saint-Égidio, c'est-à-dire s'adresser carrément au pouvoir en ayant au préalable. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que Saint-Égidio pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont pas connu Hassan? Parce que voilà. Oui. On n'a pas tous connu un Saint-Égidio. Est-ce qu'on peut... Le Saint-Égidio, c'est une conférence qui a été organisée durant les années 90 et qui a regroupé des forces politiques importantes, dont le SFS, avec qui avait été là-bas. Louis Hanoun était là-bas aussi. Tout à fait, oui. Même le Mahri du FLN. Pour trouver une alternative politique à l'interruption du processus électoral. C'était au début de la décennie noire. Voilà, c'est un groupe de catholiques qui s'occupe à l'échelle mondiale de tout ce qui peut intercéder pour la paix dans les pays où il y a des troubles. Donc, ce n'est pas une intervention propre à l'Algérie. Ils ont essayé en Birmanie, dans plusieurs pays d'Afrique, en Asie, etc. Donc, ils sont spécialisés dans, dans cette tentative de recoller les morceaux. Et donc, Aït Ahmed a été contacté, et puis après, ça s'est élargi. Et c'était une façon de regrouper l'opposition et de faire des propositions au pouvoir. Il y avait même les islamistes qui étaient représentés. Absolument. Les islamistes étaient représentés au plus haut niveau. Comment il s'appelle? Hachani, je crois que c'était Hachani. Donc il y avait pratiquement tous les partis d'opposition, à l'exception Je pense que c'est Anwar Haddam qui était présent sur place, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas. Mais je crois que même à En tout cas, ils étaient partie prenante à l'origine même de cette initiative. Oui, mais je ne sais pas si lui représentait le fils. Voilà, ça c'est des détails, on verrait. C'est pour l'histoire, voilà. Le principe, c'était de regrouper l'opposition qui comptait et puis de faire des propositions au pouvoir. Mais la formule, de mon point de vue, était insuffisante dans la mesure où il fallait la présence des gens du pouvoir. C'est-à-dire, ça a apparu d'ailleurs comme étant une réunion où le fils aurait été prédominant et que c'était une espèce de défi lancé mais cette méthode n'a pas fonctionné aussi, Hassan. Le pouvoir, même la méthode Saint-Égidio n'a pas fonctionné. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, organiser une conférence avec des forces politiques aurait fonctionné aussi? Parce que le pouvoir, il privilégie une option. Il faut toujours améliorer ce qu'on a fait. Comment, justement? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Moi, je pense qu'il faut au préalable négocier avec des personnes du pouvoir, avec les gens aussi bien civils, militaires, de la sécurité, ainsi de suite, les rencontrer, demander à les rencontrer, faire un travail de lobbying au préalable, voilà, et puis rassurer, voir que ce n'est pas de l'animosité, mais c'est faire un travail collectif dans l'intérêt de l'Algérie, une Algérie qui est fragilisée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec ce qui se passe au niveau mondial. Je crois que les dirigeants actuels et de demain algériens ont besoin justement d'une réconciliation avec le peuple algérien. Et on peut le faire dans un cadre effectivement de réconciliation. Il y avait la réconciliation avec les maquis du fils du GIA, comment ça s'appelle, l'AIS, ainsi de suite. Si on a pu
parler avec le pire, on peut parler quand même avec des gens conscients des intérêts de l'Algérie, conscients qu'il faut faire un travail pacifique, conscients qu'il faut... Mais comment l'approche avec le pouvoir, comment elle aurait pu être faite, selon toi, Hassan? Moi, je pense comment on aurait pu convaincre les représentants du pouvoir algérien de venir autour d'une table et de discuter? Moi, je pense que, par exemple, les personnes qui avaient signé, les 11 là, qui avaient signé la première déclaration, au lieu de faire une déclaration comme ça, auraient pu, mais évidemment, je peux me tromper, hein, peut-être que je rêve, c'est ton avis, mais c'est mon avis, auraient pu faire un travail de lobbying auprès des décideurs. Et puis, pourquoi pas se joindre à un certain nombre de meneurs de cette déclaration aussi, et donc qui sont ici dans la diaspora, faire un travail de lobbying, que les uns rassurent les autres, etc., qu'il n'y ait pas d'animosité, que le travail se fasse vraiment dans une espèce de, comment dire, d'esprit de réconciliation, et voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens. Je ne dis pas, que c'est la solution miracle. On va approfondir. Ce que tu proposes, on va l'approfondir. Mais justement, Elias, pourquoi, par exemple, ne pas avoir pris rendez-vous à l'ambassade d'Algérie avec l'ambassadeur pour lui donner cette lettre pour la transmettre à la présidence, rencontrer le chef du bureau de sécurité qui est le représentant des services secrets? Pourquoi ne pas aller à la rencontre du pouvoir? Pour le regarder en face, pour lui dire voilà, on ne peut pas continuer comme ça, il n'y a plus de liberté de la presse, les opposants sont surveillés, ce que Talim Tabou vous lui faites, ce que Fouad Boumel vous lui faites, ce que Saïd Boudou vous leur faites, ce que Mohsen Belabbas vous leur faites, c'est pas normal, notre pays, cette dérive peut alimenter un danger. Pourquoi ne pas avoir pensé à cela? Tenter le dialogue. Oui, alors pour te répondre sincèrement, tout à fait. Tout d'abord, je ne suis pas porte-parole de cette initiative. Je suis l'un des initiateurs. Je suis l'un des initiateurs. Ouais. Je suis présent en tant que citoyen et je te remercie de m'avoir invité. Non, en fait, la déclaration déjà, en fait, c'est une déclaration. Il fallait faire cette déclaration par rapport à la situation que vit notre pays. Et voilà, c'est un message à la fois envoyé au régime pour dire basta, que les choses doivent changer, qu'on ne peut pas tenir un peuple, donc c'est intenable dans le long terme. Et aussi, c'est un message aussi envoyé à nos compatriotes de l'intérieur pour leur dire résistance, résistance et vigilance, vigilance. Il faut tenir bon parce que toute révolution... Juste pour finir. Est-ce que rencontrer un membre du régime algérien est de la compromission? Parce que qu'il y a un débat, en 2019, qu'il y a non, on ne dialogue pas avec ce régime. Oui, alors... Il faut pas, si on dialogue avec lui, on sera compromis. Alors, là, je veux te répondre en tant que Elias Jubaili. Moi, j'ai l'esprit Hirak, j'ai milité avec pas mal de personnes. Moi, je dis, toute résolution d'un problème, aussi difficile, complexe ou facile soit-il, il faut se mettre à table. Voilà. Je veux dire, une équation doit être résolue. C'est la finalité. Pour résoudre une équation, on se met à table. Donc, ce qu'on appelle, à partir du moment où on se met à table, déjà, on commence à négocier. Oui, forcément. Donc, maintenant, négocier avec le régime, il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que le régime, d'abord, soit apte à accepter à négocier, à accepter, c'est ça. Maintenant, c'est le régime qui a... Il l'est aujourd'hui, de ton point de vue, Elias. Mais de mon point de vue, il ne l'est pas parce qu'il est aveuglé par la puissance de sa force, de l'argent, des médias et tout. Et du coup, il n'est pas apte à ouvrir et apaiser les choses. Et surtout, on voit que ce régime ne va pas dans le sens de l'apaisement. Durant cette période électorale très importante, nous avons vu qu'il est en train d'emprisonner des militants, de leur priver de circuler librement. Karim Tabou, Fethi Gharas récemment, l'épouse de Fethi Gharas qui a été aussi convoquée au commissariat, Ben Naoum. Mais tout ça, on voit que le régime, la seule alternative qu'il propose au peuple algérien, c'est la répression. Il n'a pas d'autre alternative à proposer. Maintenant, pour me dire est-ce qu'il est apte, est-ce qu'il est prêt, il est enclin à une solution négociée pour sortir le pays, à l'instant T, on ne sait pas ce qui va se passer après. Non, je suis désolé, non. Hassan, ce que tu dis, c'est très intéressant. Il faut qu'il y ait un dialogue, une rencontre, il faut que des conditions soient réunies. Or, on est en train de voir que le régime algérien ne reconnaît rien. Il fonce, ou tu es avec lui ou tu es contre lui. Si tu es son ennemi, tu es le traître.
Tu es pour l'agent du Makhzen, l'agent des Émirats, l'agent de la France, l'agent de la DGSE, etc. Et pour répondre à ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit pourquoi pas on s'est réconcilié avec l'AIS, le JIA, les islamistes, les terroristes et les radicaux, etc. pour ne pas se réconcilier avec les opposants. Je te rappelle que le régime algérien a lancé un processus informel qui s'appelle le Meshemel en 2021, 2024. Et on a vu énormément de visages médiatiques d'acteurs du Hirak, de l'opposition, des gens au sein du mouvement Rachid, des gens qui étaient au sein du MAC, qui sont descendus en Algérie. Moi, d'après mes infos, plus de 300 personnes ont été partie prenante de ce processus de négociation de l'Algérie. Certains même, ça quitte l'Algérie. Le problème, c'est qu'ils ne font plus de politique, ils ne font plus de l'opposition. Ils ont même participé à des clips de propagande, de campagne. Donc, en fait, le régime algérien, il veut se réconcilier à condition que tu te soumettes à lui. Oui. Est-ce que c'est possible dans ces conditions de dialoguer avec lui? C'est ça le problème, Hassan. Non, ça c'est autre chose. Moi, ce que je dis, ce que j'aurais voulu qu'il se passe, c'est que les figures emblématiques du Hirak, avec d'autres, des universitaires, etc., puissent se réunir et fassent des propositions concrètes en ayant rencontré au préalable un certain nombre de décideurs. Je veux dire, évidemment, si le pouvoir décide, voilà, tout seul, ou que l'opposition décide toute seule, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, il faut quand même, au préalable, qu'il y ait des liens qui se tissent. Ça demande du temps, ça demande de l'intelligence, ça demande un courage politique, etc. Et donc, il faut, de mon point de vue, peut-être travailler dans ce sens-là, parce que toutes les autres méthodes, on les a utilisées. Il y a eu Mazafran, il y a eu Saint-Egidio, il y a eu Aïn Binyan, il y a eu le rassemblement, voilà, donc, trouver peut-être autre chose, les mettre au pied du mur. Je ne dis pas que ça y est, c'est la solution miracle, mais au moins, voilà, dire même aux Algériens, prendre à témoin les Algériens, voilà, nous sommes en train de faire des démarches pour rencontrer les responsables, un certain nombre de responsables militaires, de la sécurité, de la présidence, et prendre aussi des personnalités indépendantes qui ont été déjà dans le pouvoir. Le principe est intéressant, mais je vais être pas provocateur dans mon rôle. J'essaie de vous pousser, de vous amener à réfléchir pour faire réfléchir finalement nos compatriotes. Mais le pouvoir, dans tous les pays dictatoriaux, dans tous les pays où il y a des régimes autoritaires, il ne négocie pas avec des figures politiques qui ne sont pas influents ou qui ne sont pas capables de lui mettre la pression. Nous, on a un chauffe-eau et le pouvoir, il n'y a pas de pression sur lui. Pourquoi il va négocier? La rue la contrôle, les médias ils les contrôlent, le Hirak c'est tu, bzef nas khafet, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui se sont retirés, il n'y a plus de rassemblement, il n'y a plus d'action. Pourquoi négocier? Est-ce que vous ne pensez pas tous les deux d'ailleurs, que le pouvoir aujourd'hui est tellement fort qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun contre-pouvoir, donc il n'a pas l'impression qu'il veut négocier. Il impose ses élections, son agenda. Celui qui veut le rallier, marhaba, celui qui ne veut pas le rallier, non, très honnêtement, je crois que la répression n'est pas un contrôle. Justement, il y a répression parce qu'il ne contrôle pas la société, ni l'opposition. Sinon, il n'y aurait pas de répression. Donc, il n'y a pas de contrôle du tout. Et à partir du moment où tout leur échappe, la société leur échappe, les intellectuels leur échappent, les partis politiques leur échappent, les associations leur échappent. Donc c'est tout à fait dans l'intérêt des gens qui sont au pouvoir, au contraire, de travailler à l'apaisement. Si on quitte le terrain politique et s'intéresse un petit peu au terrain psychologique, je dis qu'il faut toujours se poser la question suivante par rapport aussi bien aux gens du pouvoir qu'à l'opposition. Quand on agit d'une certaine manière, en l'occurrence, là, par exemple, les arrestations, les emprisonnements, les ISTN, etc., il faut se poser la question de en quoi c'est important pour ces gens-là de faire ça. Parce que, consciemment ou inconsciemment, ils se posent, eux, cette question. On ne réprime pas par plaisir, ce que tu veux dire. Si on réprime, c'est qu'il y a un but bien précis. Absolument. En quoi c'est important pour nous de réprimer, d'empêcher les gens de parler, etc. Donc, une des réponses, et ce n'est pas la seule,
c'est que déjà, il y a une impression de stabilité du régime, il y a une impression justement de contrôle, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Ils savent très bien que les ingrédients d'un soulèvement, demain c'est le 5 octobre, les ingrédients d'un soulèvement à l'échelle nationale sont toujours là. Ce qui s'est passé en 80, en 88, en 2001 et dans le Hirak, ces ingrédients-là sont toujours présents. Donc, ce qu'il faut essayer de faire comprendre à nos téléspectateurs, c'est que pour le moment, on essaye plutôt de nous attaquer aux symptômes et non pas aux causes. Et les causes, c'est justement, au sein du pouvoir, c'est de se dire comment rester au pouvoir, comment effectivement garder ce sentiment de puissance, ce sentiment d'être les seuls à gérer le pays. Ils n'ont pas confiance pour une alternance. Ils se disent, ah, si le pays échappe à nos mains, si demain il y a une alternance, on ne sait pas dans quelle voie l'Algérie partira. Peut-être qu'on sera, je ne sais pas, les vassaux des Américains ou les vassaux des Saoudiens ou les vassaux. Donc il y a cette peur-là. Donc il faut prendre compte de ça. Il faut prendre en compte le volet psychologique de comment il résonne et éventuellement tendre la main, avoir un discours qui puisse rassurer et peut-être, encore une fois, avec des personnalités qui étaient au sein du pouvoir et qui ne le sont plus et qui ont gardé des fils, des relations, peut-être qu'avec eux, les rencontrer et leur dire comment on peut discuter avec les décideurs. Vous avez déjà fait une initiative, une conférence de presse, vous vous organisez, voilà. Il y a quand même la liste, il y a des Algériens de partout, du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, etc., de Belgique, de Suisse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après pour justement exercer plus de pression et atteindre les objectifs? Parce que c'est quoi l'objectif final? Si je ne me trompe pas, c'est de libérer les prisonniers politiques, c'est d'atteindre, c'est concrétiser les 1, 2, 3, les 5 revendications. Tout à fait. Comment comptez-vous faire pour arriver à concrétiser ces revendications? Alors la première revendication importante de cette déclaration, c'est les détenus d'opinion. Ce sont les détenus qui croupissent en prison. Ça, c'est une des conditions. Une des conditions. C'est notre devoir de militer, de faire pression sur le régime pour les libérer. Ça, c'est important. Ça, c'est un point, je veux dire... que ce soit un préalable. Oui. Non, ce n'est pas un préalable. Une des conditions. Ça veut dire une des conditions. Absolument. Je ne veux pas dire si une condition suffisante est nécessaire, mais une des conditions pour rester un peu plus. Après, tu as raison. Après, c'est-à-dire la transition. Il faut une transition démocratique dans ce pays. Il faut. Les pays qui ont réussi, l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, quand elle a capitulé, a réussi sa transition démocratique. Le Japon, quand il a capitulé, MacArthur les pays de l'Est, les pays qui étaient amis de l'Algérie, la RDA, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie. Tout à fait. Ils ont réussi leur transition démocratique. Comment se fait-il que ce grand pays continent comme l'Algérie ne puisse pas réussir? Et les pays d'Amérique du Pourquoi Sud. pas créer un mouvement? Pourquoi rester que dans les politiques? Mais Pourquoi juste vous une créez question. pas un mouvement Oui. ou des partis à structurer avec une direction, avec des meetings? Pourquoi vous ne faites pas la politique politicienne au sens propre du terme? Oui, tout à fait. Je vais revenir. Est-ce que le pays, le régime, il est puissant? Il est puissant par les moyens. Oui, quand on a les moyens, on est puissant. Mais par contre, il reste vulnérable. C'est-à-dire, à partir du moment que l'opposition commence à se mettre en place et que la revendication se fait de plus en plus, elle devient de plus en plus pressante, là, on voit que ce régime, il commence un petit peu à paniquer. Et la seule solution, c'est réprimer et mettre en prison. Donc, il faut que, moi, j'adresse, en tant que citoyen, à ce régime, c'est intenable dans le long terme. Juste un mot. Un sentiment de puissance n'est pas la puissance. On est d'accord, oui, on est d'accord là-dessus. Mais il y a des faits aussi, c'est qu'il y a une domination du champ politique. C'est un pouvoir fragile. C'est un pouvoir fragile. On sait très bien qu'à l'intérieur, malheureusement, il y a différents centres de décision, il y a des conflits, comme d'ailleurs dans toute famille, dans toute association, dans tout parti politique. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas les mêmes
les mêmes bagarres au sein des autres structures. S'il y avait une sérénité au sein du régime, il n'aurait pas organisé des élections anticipées. Par exemple. Déjà, parce que anticipé, ça veut dire qu'il y a une crise, ça veut dire une urgence. C'est anticonstitutionnel, hein. C'est-à-dire au-delà du droit. Au-delà du droit, sur le plan politique, c'est qu'il y a une crise. Tout à fait. Voilà. Tout ça. L'un des partisans de Tebboune, l'un des cadres de sa élection de campagne, il l'a dit. Lamine Asmani, le Parti du Peuple, je ne sais pas si vous l'avez vu, Algérie Part, on en a parlé, il a reconnu dans un meeting à l'intérieur du pays, et là on a eu peur que ça explose entre septembre et décembre, et là on n'aurait pas pu organiser les élections, et on aurait connu une crise plus grave que celle de 2019. Oui, mais il a anticipé parce que pour ne pas laisser aussi à l'opposition et aux opposants de se préparer aussi, c'est-à-dire leur couper l'herbe, c'est-à-dire anticiper, gagner 3 mois, ça c'est important. Alors, attention, le régime doit savoir que toute sa survie, sa puissance, elle est liée quand même à la vente du baril de pétrole. Je ne sais pas. Oui, mais Elias, je veux dire, tu es économiste comme moi. Attends, si le baril il est à $20, je pense que le budget il est conçu sur un baril. Il l'a été en 2020, pratiquement. Il a été à presque 20 en 2020. Oui. Le régime a survécu, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine en 2022. Non, ça, c'est des paramètres incontrôlables. Non, mais tu es économiste comme moi. Même si aujourd'hui le baril montait au maximum, je veux dire, ça ne sera jamais suffisant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où il y a une course aux armements, avec ce qui se passe avec nos voisins. Donc il y a Israël, les Émirats arabes unis, tout le monde sait qu'ils poussent justement à cette course aux armements pour étouffer l'Algérie, pour réserver l'essentiel de son argent à l'achat des armements. Comme ça a été fait par les Américains et l'Europe contre l'URSS, et ça a abouti justement à l'effondrement de l'URSS. C'est la course aux armements qui a fait effondrer l'URSS. Les dirigeants algériens ne sont pas suffisamment conscients de ce point-là. Voilà. Ils pensent qu'en dépensant beaucoup pour l'armée, on va se protéger. Ce n'a pas du tout le cas. L'exemple de l'Union soviétique, voilà. Et donc, même si le baril augmente, malheureusement, ça ne peut pas avoir l'impact qu'on aurait pu avoir justement dans un climat de sérénité, d'apaisement, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans le voisinage, etc. Parce que beaucoup de choses vont ensemble en réalité. Certes. Oui, nous achetons des armes des Russes, mais tu as vu, Hassan, que Wagner s'est installé au Sahel. Et encore, les Russes ne nous vendent plus assez d'armes. Parce que depuis 2023, là, ça change les relations avec la Russie. Nous essayons de diversifier l'achat des armes, des frégates italiennes, des ceci, cela. Mais le but, c'est quoi? À l'instant T, si je suis amené à faire un audit, un bilan, un état des lieux du pays à l'instant T, sur le plan international, nos relations, quasiment, l'Algérie, elle est presque isolée. Nous avons des problèmes avec Goïta, qui complètement... Au Mali, Assimi Goïta, le leader de la gouvernement au Mali. L'AES, l'association ES Burkina Faso, Niger, Mali, carrément, elle nous échappe. Nous avons des problèmes avec Haftar au niveau de la frontière du côté Est. Nos relations avec l'Espagne, elles ne sont pas si terribles que ça. Nos relations avec la France aussi, en dents de scie, Macron vient de changer sa position suite à la pression de la droite. Les relations diplomatiques sont rompues. Mais les problèmes, on les connaît. Oui. Maintenant, vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi ne pas faire de la politique? Mais je vais répondre. Pourquoi ne pas créer un mouvement politique, un parti politique voilà, comme la chaîne de caisse qu'il a essayé de faire auparavant, même s'il a échoué, mais il l'a fait. Un mouvement politique qui fait de la pression, qui fait des meetings, qui présente des candidats, qui présente un programme. Voilà, de la politique. Je vais te répondre en tant que citoyen. Moi, en 2021, j'ai écrit une petite publication. Je disais qu'il est temps de rendre le Hirak, de le politiser, de l'outiller par un programme, et comme ça, c'est-à-dire, on essaie un petit peu d'injecter un peu la conscience que le Hirak, c'est un moyen pour nous permettre de changer les choses, de créer un mouvement politique ou un petit parti politique. Il est temps. Mais je pense que peut-être se fera, mais moi, je te renvoie, c'est à l'opposition de se structurer. C'est à l'opposition en Algérie aussi. Dont vous faites partie. Oui, j'en fais partie. Moi, je fais partie de la diaspora. Mais le rôle aussi de l'opposition. Quand on voit le FFS, 25 ans de boycott, après il se remet dans la course pour les présidentielles. Quand on voit aussi... Non, il n'y a pas... Un parti qui ne participe pas à des élections, c'est quoi son rôle?
Et Youssef Aouchiche, si je prends le programme de Youssef Aouchiche, Oui. il y a beaucoup d'idées qui correspondent à l'esprit de votre déclaration. Youssef Aouchiche, j'ai dit, je veux libérer les prisonniers politiques, absolument. je veux supprimer l'article 87 bis, oui, restaurer les libertés. Il le dit, hein, il le dit lui-même dans son programme. Hein. Oui, mais dans son programme, c'est noble de sa part de vouloir. Si on ne devient pas président, comment on va changer les choses? Oui, mais on devient président, mais tu sais très bien que le programme quasiment enfin, je dis quasiment, attention, j'ai vu le programme de Youssef Aouchiche, c'est une copie intégrale du programme de Tebboune. Au fait, il priorise la question économique. On va créer de l'emploi. Oui, c'est normal, il faut créer de l'emploi. Mais comment tu crées de l'emploi? Il faut créer des PME. On est dans une économie rentière, on n'a pas d'économie, c'est un marché déversoir. Comment? C'est-à-dire l'allocation en 20 000 dinars, tu vas l'aligner au même titre qu'un salaire, 15 000, 20 000 dinars. Celui qui je travaille pas. Pourquoi je travaille pas en 20 000 dinars alors que l'allocataire... C'est ça. Finalement, Hassan, je pense qu'Ulyès, d'après ce que je comprends, il trouve que ça ne sert à rien de créer un parti. Ah non, politique. j'ai pas dit que ça. Peut-être ça viendra. Je veux dire, oui, tout à fait, tu as raison. Il faut politiser les choses, mais je peux pas te donner. Je suis incapable de te fournir une solution à l'instant T. C'est vrai, tu as raison. C'est pas une réponse que je veux, c'est pas une solution. Est-ce qu'on Non, peut mais aujourd'hui envisager de créer, Hassan, des partis politiques, des mouvements politiques depuis l'étranger pour les porter le changement en Algérie? Depuis l'étranger. Depuis l'étranger, parce qu'en ce moment en Algérie, on a bien vu que des verrouillés. Ouais. Tu parles, on se fait comme Karim Tabou, on a bien vu l'affaire Karim Tabou. On lui impose de ne plus s'exprimer dans les médias, sur les réseaux sociaux, des voitures banalisées devant sa maison. C'est compliqué de faire de l'opposition en ce moment, on est d'accord. Est-ce que créer des partis politiques au sein de la diaspora algérienne ne serait pas une solution? Enfin, personnellement, j'y crois pas, pour la simple bonne raison que je crois que les Algériens ont expérimenté des partis politiques. Il y en a eu, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose parce qu'on se situe justement tout le temps dans ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Donc créer un parti, ça voudra dire tout simplement prendre la place de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, or, aujourd'hui, justement, la parole des gens comme Ilyes, je pense qu'ils ont une surface sociale et une surface politique beaucoup plus importante qu'un parti politique en soi, parce que les partis... On s'en méfie, et puis il y a le culte du chef qui finit toujours par arriver, etc. Alors que là, c'est une force de proposition. Je pense qu'il faut continuer plutôt dans ce sens-là, mais pas en ayant des méthodes d'un parti politique, mais plutôt avec un esprit d'ouverture, y compris avec les gens du régime, parce que sans eux, je ne vois pas comment ça sera possible. C'est toujours cette confrontation qui n'a pas abouti depuis 62 ans. Je ne vois pas pourquoi elle va aboutir en 2025. Donc, après, il y a cette élection à Abdou. C'est une question qui peut-être que tu pouvais poser, que tu aurais posée. C'est-à-dire, pourquoi, par exemple, personnellement, c'est la première fois que je n'appelle pas au boycott. Et je n'appelle pas non plus, évidemment, à voter. Pour la simple et bonne raison que je me dis... les forces, on va dire, réformatrices, on ne sait pas aujourd'hui, en tout cas moi je n'ai pas d'informations, si elles se situent du côté de Tebboune de la présidence ou elles se situent du côté de ses adversaires. Donc ceux qui poussent, je parle à l'intérieur du régime, ceux qui poussent justement au boycott pour affaiblir la présidence, pour affaiblir Tebboune une fois réélu entre guillemets. Est-ce que les forces réformatrices sont du côté de ces gens-là? Auquel cas, boycotter, c'est bien, parce que ça affaiblirait effectivement Tebboune et donc les forces réformatrices pourraient avoir leur mot à dire, ou inversement. Si on appelle à voter, ça permettrait à l'aéropage d'Abdelmajid Tebboune, s'il y a des forces réformatrices d'avoir la possibilité justement de contrer leurs opposants et de procéder aux réformes. Donc moi, à partir du moment où je ne sais pas où se situent les possibilités de réforme, est-ce que c'est du côté d'Abdelmajid Tebboune ou du côté de ceux qui, comme lui-même il l'a dit, il y a des forces... Il y a des signaux. Si Tebboune voulait réformer, il aurait libéré des détenus. Il n'avait pas la légitimité jusque-là. Voilà. Il n'avait pas justement... Justement, alors on va vers la dernière partie du débat, parce que malheureusement, c'est toujours difficile de clôturer nos débats. On aurait aimé rester avec vous plusieurs heures, mais il faut laisser nos
compatriotes digérer les informations, débattre eux-mêmes, leur donner la possibilité de continuer sur les plateformes les débats avec les commentateurs et tout ça. Quel est maintenant votre pronostic sur la suite? Est-ce que vraiment il y a un espoir qu'on retrouve ce seuil? Parce qu'on avait, c'est vrai, on n'a jamais été la Suisse ou la Suède, on n'a jamais été une démocratie, mais on avait un seuil, une marge, on est un seuil, peut-être pas satisfaisant, mais tolérable, un certain seuil supportable de liberté publique individuelle. On avait une marge de manœuvre. On pouvait auparavant caricaturer, on pouvait critiquer, on pouvait faire des éditos, on pouvait faire des meetings, on pouvait créer des associations. Là, non, les libertés publiques individuelles, on a l'impression qu'on leur a dit goodbye. Est-ce qu'on peut retrouver un tant soit peu ces libertés que nous avons perdues pendant de 2019 à 2024, ou il faudra se résigner à leur dire goodbye encore? Non, on peut en attendant des jours meilleurs. On ne peut pas dire se résigner parce que on ne peut pas dire se résigner. C'est-à-dire il faut continuer le combat, la lutte, c'est comme ça, la lutte. Il faut savoir que la Silmiya, un Hirak pacifique, cette forme de lutte est pas une faiblesse. Il faut que le régime comprenne, est une épreuve de force morale. C'est très, très important. Voilà, donc il faut continuer. Maintenant, on s'attend quoi? Le 8 septembre, le 7 septembre, un président qui sera désigné ou déclaré ou élu, hein, enfin, je ne sais pas, peu importe les 2000, qui sera là en tout cas. Voilà, en tout cas, le peuple algérien, il est résolu au changement. Il faut changer, c'est fini, c'est irréversible. Maintenant, c'est aux décideurs, si j'ose dire, de décider, de voir les tenants et les aboutissants de cette élection. Cette élection, personnellement, moi, je la boycotte ou je m'abstiens ou je ne vais pas voter, je vais rester chez moi, si tout simplement, je vais parler en arabe. C'est vrai. Voter, c'est un acte civique. Mais je peux c'est-à-dire je peux ne pas prendre mon droit. Voilà, je peux, parce que je considère il y a une répression terrible, les champs médiatiques, les libertés publiques, individuelles sont quasiment anéanties. Même Amnesty International dit qu'un peuple derrière les barreaux. Maintenant, on est arrivé, je veux dire, on est sur une pente vertigineuse. Maintenant, on ne va pas retomber encore plus bas. Je pense qu'on est arrivé au plus bas. Maintenant, j'espère que le régime comprendra enfin qu'il faut changer. La balle, elle est dans le camp du régime. Elle n'est pas dans le camp du peuple. La seule chose que le peuple a, c'est la résistance. C'est résister. Il faut résister. Par contre, c'est le régime qui doit penser, qui doit réfléchir, oui, dans l'arrière-chambre de la prise de décision, de dire: il faut ouvrir, il faut, libérer les détenus d'opinion, ça c'est important, hein, c'est important durant le président qui sera élu, qui sera désigné, qui sera président de l'Algérie. Il faut qu'il libère les détenus d'opinion. L'abrogation surtout, Abdou, l'abrogation de l'article liberticide 87. Les revendications que vous avez formulées, tout à fait, dont nous avons parlé. Et aussi, je veux dire, ouvrir les champs, et aussi, sur le long terme, il n'y a pas d'autre que la transition démocratique pour enfin construire un état de droit pour notre pays et remettre l'Algérie dans le concert des grandes nations. On est en retard, on est en train de perdre du temps. Moi j'ai voyagé, je vois que l'Algérie elle est en train de perdre du temps. Et ce régime, il faut qu'il comprenne, l'Algérie perd du temps terrible. Je garde un espoir, Alexandre le Grand, avant qu'il décède, les 5 dernières minutes, qu'est-ce que tu veux? Encore explorer, découvrir, l'espoir de vivre encore, de faire de belles choses pour mon pays. Voilà. Hassan, tu as d'espoir, comme dit notre cher Lies Jabali, qui nous remonte un peu le moral? Moi, j'ai toujours l'espoir, effectivement, parce que si j'étais désespéré, je ne viendrais pas à ton émission. Donc, voilà. Voilà. Toi-même, tu diffuses l'espoir, parce que sinon tu ne ferais pas ce métier. Ouais, voilà. Moi, ce que j'avais dit tout à l'heure hors antenne, personnellement, c'est une perspective à laquelle je suis en train de réfléchir et sans doute que je publierai dans le journal Le Matin d'Algérie, parce que c'est le seul journal qui nous reste aujourd'hui. Et Algérie part, hein. Si tu veux publier sur Algérie part, moi, même. Ah bon, donc dans ce cas-là, je peux publier dans les deux. Avec plaisir, voilà. avec grand plaisir. Mais bon, j'ai l'habitude de contribuer avec le journal Benchikou, dirigé par Hamid Arab, qui est un très bon journal, qui est ouvert et qui a d'ailleurs aussi des textes en tamazight.
Donc peut-être vrai, qu'on nous peut même saluons, sur Algérie Part, peut-être qu'on peut même grand faire plaisir. On des essaiera, textes intermédiaires. Donc moi personnellement, les perspectives, c'est des perspectives. c'est très simple. Moi je pense à un régime parlementaire où le chef du gouvernement serait élu par les députés, par l'Assemblée, et un président qui serait militaire, de préférence un militaire à la retraite, qui serait garant des institutions, un peu comme le système italien, le système allemand, le système, comment dire, où même les monarchies, on va dire, parlementaires, comme en Belgique, comme en Suède, etc., Constitutionnelles, ouais. voilà, où nous avons un président militaire qui, sur 10, 20 ans, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit indéfiniment comme ça. Mais qu'aujourd'hui, pour une transition dont parlait justement Eliès, un président militaire qui serait garant des institutions, garant du droit, et un Premier ministre qui aurait toutes les coups de franche et qui serait élu par une Assemblée nationale, élu évidemment au suffrage universel et dans des conditions évidemment démocratiques. Bon, on aura l'occasion d'approfondir ta solution, Khoya Hassan. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Hassan Eliès. régime parlementaire. Merci pour votre dynamisme, votre ingéniosité, pour votre engagement. Quant à nous, Yajma'at al-Khair, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous demain pour un autre débat, pour une autre thématique, pour analyser d'autres enjeux et pour d'autres discussions. Et de la discussion jaillit la lumière et surtout de la discussion jaillit nos libertés. Que Dieu préserve nos libertés, que Dieu préserve l'Algérie. Rabbi Jib al-Khair, prenez soin de vous et à demain. Merci pour l'invitation.